Over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, sun. Hello and welcome everyone. Bonjour et bienvenue. Nous allons attendre quelques minutes afin que tout le monde puisse rejoindre le webinaire et en attendant, on va mettre de la musique. Encore quelques minutes et nous commencerons.
Thank you everyone for waiting and welcome. Merci de votre patience et bienvenue. Je m'appelle Anna. Je travaille pour EWID et j'habite en Uruguay. Je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Arc-en-ciel et tempête. Ce webinaire a été organisé par Diva for Equality et par EWID. Je serai la modératrice de ce webinaire en compagnie de ma collègue. Mais avant de commencer, voici quelques informations pour tous les participantes. Vous pouvez accéder à la traduction, ou plutôt à l'interprétation. Il vous suffit pour y accéder de cliquer sur le bouton interprétation qui est dans la boîte d'outils en bas de votre écran. Vous pourrez choisir entre l'espagnol, l'anglais et le français. N'hésitez pas à cliquer sur la langue de votre choix. Vous pouvez également éteindre l'audio d'origine pour avoir une meilleure expérience. Vous pouvez également utiliser le chat. Tout le monde peut y avoir accès. Vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer des questions ou des commentaires pendant le webinaire. Nous y publierons également des liens. D'autre part, il y aura une séance de questions et de réponses. Il y a même un chat pour cela, donc vous pourrez poser toutes vos questions pendant le webinaire. Et il y aura donc cette séance de questions-réponses et c'est à ce moment-là que nous pourrons parler de vos questions. Bienvenue à tous. Cette heure est très pratique pour tous ceux qui vivent en Océanie. Nous sommes au début de la journée, mais il est très tard pour tous ceux qui sont encore aujourd'hui, mercredi 28 mai, en fin de journée. Quoi qu'il en soit, ce sera un webinaire très intéressant. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à la fin du webinaire, il y aura des chansons des Fidji, ou plutôt des chansons en direct. Le webinaire d'aujourd'hui, Arc-en-ciel et tempête LGBTQI+, crise climatique et pandémie, s'inscrit dans l'aventure des réalités féministes organisée par EWID. Il s'agit de conversations qui visent à étendre les frontières de notre espace en ligne afin de lancer un débat plus large. Nous avons véritablement besoin de nouvelles connexions. Et aujourd'hui, nous savons que les mouvements féministes ont depuis très longtemps présenté des propositions, des alternatives qui existent. Et il s'agit de réalités féministes qui sont actuelles et elles viennent forger des propositions qui entrent dans la pratique. Ces réalités féministes vont au-delà de la résistance des systèmes d'oppression et elles veulent nous montrer ce que la libération et la solidarité
peuvent être. Il s'agit d'échanger, de débattre et d'apprendre ensemble pour créer de nouvelles façons de mettre en place des réalités féministes. Alors, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans cette aventure et de participer à ces conversations futures. Je laisse la parole à Noline et Viva, qui font partie de Diva for Equality et qui vont se présenter et puis elles vont présenter le travail qu'elles effectuent. Merci beaucoup. À vous la parole. Bonjour, je m'appelle Viva Tatawanga. Je viens de la deuxième île des deux îles des Fidji. Vous le verrez sur la carte. Je fais partie donc de Diva for Equality. Je m'appelle Noline. Je suis la consultante, ou plutôt la conseillère politique et aussi la directrice générale. Donc, je fais partie du conseil d'administration et du réseau Diva for Equality. Alors, passons à notre carte, puisque aujourd'hui, on va commencer par se décrire et parler de nous en tant que féministes, nous décrire en tant que féministes, en tant qu'individus, mais aussi en tant que groupe. On va vous fournir également des informations sur notre vie, où travaillons-nous, où vivons-nous. Et je vais vous montrer donc une carte. Et je vais tenter de parler lentement puisque je sais que nous sommes traduites en direct. Alors, je ne vois pas encore la carte. Est-ce que d'autres personnes peuvent la voir? Donne-moi quelques secondes pour régler le problème. Donc, je vais continuer. Diva for Equality a été fondée en 2011. Elle a été créée par des femmes LGBTQI+, qui faisaient face à des discriminations basées sur la classe, ainsi que à de l'homophobie, ainsi de suite. Et donc, ça a continué dans les années qui ont suivi. On s'est demandé véritablement où est-ce que ça nous menait. On avait un peu peur, mais il s'agit d'une grande aventure. Et aujourd'hui, on s'efforce. Nous partageons avec nos complices et les autres organisations, nous partageons nos expériences ainsi que nos méthodes de travail, nos façons de travailler. La carte n'est pas encore à l'écran. Ah, on y arrive. Et la voici. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous souhaitions vous faire voir cette carte, quoi qu'il en soit, si vous ne la voyez pas maintenant, vous la verrez sur les réseaux sociaux un peu plus tard. Mais nous souhaitions vous la montrer afin que vous puissiez vous sentir plus proche de nous qui vivons en Océanie. Nous avons 10 minutes, peut-être un petit peu moins maintenant, pour vous parler de notre région. Et vous savez, lorsqu'on parle de région, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Diva for Equality se concentre sur les petites îles d'Océanie, mais aussi sur d'autres territoires avec les dernières colonies, ou plutôt les anciennes colonies qui se trouvent en Océanie. Donc, dans le cadre de notre travail, nous disons clairement que la colonisation est une partie importante de notre travail. Nous recouvrons un tiers de l'océan
dans le monde entier. Nous avons 22 îles, États et territoires avec environ des petites îles qui ont de 1000 habitants à 1 million. Et nous parlons environ 300 dialectes différents et les experts linguistiques disent que donc il y en a environ plus de 300. Nous présentons des complexités sur les plans écologiques, économiques et sociaux. Cela a un grand impact sur nous et cela modèle le type de féminisme que les pratiques que nous avons. Donc, ce que je voulais vous dire, je voulais vous souligner quelques petites choses. Donc, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, juste au-dessus de l'Australie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de la Papouasie, qui se trouvent à l'ouest, font face à un véritable génocide imposé par l'Indonésie. Et ce qui est terrible au niveau de l'histoire, c'est que cela fait 60 ans qu'ils souhaitent se libérer. Mais il y a beaucoup de positions différentes sur le sujet. C'est assez extraordinaire. Peut-être parce que à cause de la répartition des territoires coloniaux. Quoi qu'il en soit, l'ONU a reconnu qu'il pouvait faire un choix libre, mais désormais, depuis quelques années, eh bien, il est encore de plus en plus difficile pour le peuple de Papouasie de lutter pour sa libération. Donc, nous suivons l'évolution de la situation en Papouasie. Nous nous assurons que les militants puissent faire entendre leur voix là-bas. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les gens ne savent peut-être pas, mais il y a des tests nucléaires ici, il y a des essais qui sont mis en sourdine. Ce n'est pas car on est en plein dedans. Et donc, il y a un traité qui va entrer donc en vigueur en 2020 contre les armes nucléaires, mais vous savez, dans nos familles, il y a des gens qui sont traumatisés par cette présence nucléaire dans l'Océanie, notamment de la France. Donc, cela relève d'un problème de décolonisation parce que la France reste un colon, un colonisateur ici, et les Kanakis viennent de faire un référendum d'indépendance. Et donc, ce processus donc, électoral se rapproche de plus en plus de l'indépendance. Donc, c'est un processus en cours. Je vais passer la parole à Viva très bientôt, mais je souhaitais également ajouter que quand on pense à l'Océanie, au Pacifique, on pense à la paix, à des peuples résilients et forts, mais le Pacifique, c'est aussi une histoire dramatique de colonisation, d'esclavage, de nombreuses atrocités qui ont été faites au peuple du Pacifique. Et les gens ne connaissent pas les mouvements de résistance qui œuvrent ici. Et ce que les gens ne savent pas également, c'est que certaines tactiques ont été utilisées par l'Empire britannique, par l'Empire français, ainsi que par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui étaient des territoires coloniaux aussi, pour contrôler les peuples. Et tout cela a eu un impact sur nos peuples. Notre région regorge de complexité et de traumatismes qu'on nous a imposés. Et on doit encore y faire face. Je vais passer la parole à Viva.
Je souhaitais également ajouter quelques mots. On pourrait avoir un mouvement féministe très fort, mais en Asie, Océanie, dans cette région-là, on est toujours considéré comme des petites organisations. Donc, nous tentons de gagner en visibilité et de lancer une véritable discussion, de conclure des partenariats et de travailler ensemble. D'autre part, on nous met un petit peu sous la houlette de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande parce que les îles Fidji sont très petites, donc on ne nous voit pas. Mais il ne faut pas nous sous-estimer puisque nous possédons plus de 300 dialectes. Et pour ce qui est du Pacifique, ce que je peux dire, c'est que nous avons de la chance d'avoir cet espace où nous pouvons œuvrer. Néanmoins, il faut rester objectif. Nous faisons face à de nombreux défis et parmi ces défis, nous devons faire preuve de vigilance si nous souhaitons être un petit peu plus radical. C'est ce qui se passe un peu sur ces petites îles. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte pour le Pacifique. Merci. Donc, je pense qu'on a un bon aperçu de nos activités et il y a une petite vidéo qu'on a préparée et qui nous aide à expliquer de façon très visuelle ce que l'on fait en ce qui concerne, par exemple, la justice écologique. Si on adopte une approche féministe, on ne peut pas simplement se concentrer sur le féminisme, il faut également se concentrer sur l'écologie. Je crois qu'il y a un problème de son. Alors, pour les personnes qui écoutent en français, il n'y a pas de son non plus en ce qui concerne la vidéo qui est en train d'être diffusée. Donc, voilà, il n'y a pas d'intervention en ce moment ni de son sur la vidéo. Voilà pourquoi il n'y a pas d'interprétation en français. Alors voilà, c'était un petit extrait d'1 minute de cette vidéo qui dure beaucoup plus longtemps, mais nous allons publier le lien vers cette vidéo dans la partie chat pour que vous puissiez la voir. Alors, nous ne pouvons pas la voir en entier parce que nous n'avons pas le temps, mais dans cette session, ce que nous aimerions savoir, c'est notamment entendre de votre expérience du réseau Women Defend Commons. Si vous pourriez nous en dire un petit peu plus, comment s'est monté ce réseau, comment est-ce qu'il fonctionne et nous dire d'où est-ce qu'il vient. Bien sûr. Alors, en fait, je crois qu'il n'y avait pas de son dans la vidéo. Donc, bon, c'est dommage, on n'a vu que les images. Mais peut-être qu'on pourra essayer de la rediffuser tout à l'heure. Alors, pour commencer, quand Diva a débuté, en fait, on a essayé d'écouter les membres et on a fait la liste de 10 astuces féministes. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais en fait, ces astuces, en fait, elles s'appuient sur notre pratique. Si on revient à nos débuts, on a vraiment commencé à travailler sur le changement climatique, les catastrophes naturelles, les réponses à apporter aux catastrophes naturelles, parce que
quand on discutait avec les gens dans les réseaux, partout, on se rendait compte que les femmes, les personnes LGBTQI+, et toutes les personnes avec qui on parlait, étaient laissées de côté, étaient totalement, exclues, des négociations sur le changement climatique. Alors, on nous dit que l'égalité des sexes est importante, que les femmes devraient être l'égale des hommes, mais en réalité, dans tout ce qui est, heu, compensation, aide, en cas de catastrophe naturelle, les femmes sont complètement laissées de côté. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins, de travail sur le terrain mené, pour aider les femmes. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais il y avait vraiment ce manque de femmes impliquées, même dans les organisations féministes d'ailleurs. Donc il y a eu une conférence, dans les îles Samoa et là, nous nous sommes dit: «Il y a vraiment, l'occasion de faire quelque chose en tant que collectif féministe» et à l'occasion de cette conférence, je crois que nous avions quoi? 30 000 $ et en fait, on a réussi à se réunir et à assister à cette conférence, à faire d'autres, ateliers, et on a lancé un processus transformateur, avec d'autres groupes de la société civile et on s'est réunis avec des gens qui voulaient vraiment travailler sur la question du changement climatique, qui voulaient lutter contre le changement climatique. On a, créé différents ateliers, de femmes. Donc avec des groupes de la société civile et également, des femmes, de différentes instances gouvernementales qui sont venues également. Nous avons également, assisté à des réunions de haut niveau. Il y avait eu un président, des ministres, 6 ministres je crois et pendant ce processus, nous avons pu parler avec, plusieurs personnes différentes et c'était un moment fort dans cette région. Parce que pour les gens qui travaillaient, sur les questions de changement climatique et d'égalité des sexes, cela nous a permis de montrer notre diversité et de faire valoir nos revendications, en termes de justice économique et sociale, hein, et de dire que nous voulions être inclus dans, ces discussions. Donc, nous avons créé des alliances avec différents mouvements et l'idée, c'était, de donner une continuité à notre collaboration par la suite et d'ailleurs ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. L'idée, c'est que des je suis désolée, nous avons un petit problème technique. Donc, des ministres du gouvernement se rendaient à des réunions multilatérales et ensuite travaillaient avec nous de manière informelle et de manière formelle. Et il y avait une sorte de coalition d'acteurs et l'idée, c'était que nos mouvements assez radicaux, faisaient, remonter leurs, revendications via les ministres jusqu'aux instances des Nations unies parce que n nos nos mouvements ont toujours avoir une idée très claire de leur déontologie, de, leur approche. Nous avons des principes féministes très clairs et nous ne sommes pas prêts à négocier et à déroger à ces principes. Alors, nous sommes prêts à quitter certains processus. D'ailleurs, nous l'avons fait. Il y a certaines instances où nous n'avons plus été invités. Mais il y a également des acteurs très loin, de nos valeurs sur le plan politique qui ont tout de même fait preuve d'une certaine ouverture d'esprit et avec qui nous discutons. Alors aujourd'hui, nous avons, des membres dans les 40, régions des Fidji. Nous avons un peu plus de 2000 membres, dont 700-800 avec qui l'on travaille, très régulièrement.
notamment avec qui on a beaucoup travaillé pendant la pandémie de la COVID-19. On s'est tenu informé presque constamment des évolutions au niveau du gouvernement. On a également été une force de proposition pour donner des idées sur comment faire face à la pandémie. Et l'un des points forts du réseau Women Defend Common, ça a été d'interpeller le ministère de l'écologie pour qu'ils viennent en aide à 72 femmes des Fidji. Et alors, on a réussi à réunir 72 femmes éparpillées sur différentes îles, et on leur a dit, si nous on arrive à réunir ces 72 femmes, il n'y a aucune raison que vous, au niveau gouvernemental, vous ne travailliez pas avec des personnes dans toutes les îles des Fidji et que vous nous laissiez de côté. Donc, faire partie de ce réseau, ça nous permet de parler du changement climatique, des problématiques auxquelles sont confrontées les femmes, et cela permet donc aux femmes, aux membres de ce réseau d'échanger les unes avec les autres et de s'organiser. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer que les biens communs sont au cœur de la justice socio-économique et environnementale. Elles sont la clé. La vie, nous la percevons à bien des égards sous un aspect financier et économique, mais les biens communs, ce sont les océans, c'est la terre, c'est notre relation à la souveraineté alimentaire, aux cours d'eau, la production alimentaire, l'agroécologie, la médecine, la pharmacopée. Et ces biens communs, nous devons les préserver pour que les êtres humains puissent vivre en bonne santé. C'est évident. Et la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous pouvons vivre grâce aux biens communs. Mais nous ne prenons pas suffisamment soin de nos systèmes sociaux, et aujourd'hui, cela fait trop longtemps que nous ne prenons plus soin de nos biens communs, de nos écosystèmes. Les espèces disparaissent à un rythme sans précédent. Il y aura l'épuisement des carburants fossiles d'ici 20-25 ans, selon les spécialistes. Alors, ce travail que nous menons, nous devons le mener parce qu'il faut bien que quelqu'un le mène. C'est un travail qui est immense et qui est cher au cœur des femmes et des personnes LGBTQI+. Nous réunissons des jeunes femmes, des femmes handicapées, des travailleuses du sexe, des personnes qui travaillent et vivent dans des zones les plus reculées de la région, des zones urbaines. Nous devons avoir une idée très claire de la nécessité de protéger les biens communs, de la gravité de la pollution de l'environnement. Si nous n'avons pas une idée très claire de la situation et de ce que nous voulons en termes d'éducation, de logement, de droits sexuels et reproductifs, toutes ces questions ont un aspect écologique parce que nous sommes humains, parce que nous avons un corps et parce que nous ressentons tout cela. Alors, on a très vite fait de fragmenter toutes ces luttes et de dire « je travaille dans telle organisation et je vais travailler sur telle problématique ». Moi, je vais travailler dans telle autre organisation et je vais plutôt travailler sur les questions de féminisme ou de justice de genre. Nous n'étions pas habitués à travailler sur le changement climatique. Eh bien,
Vous n'êtes plus habitué, il faut quand même le faire parce que chacun doit s'impliquer pour protéger les biens communs. Parce que la jouissance de tous les autres droits dépend de la protection des biens communs. Toute la jouissance de tous nos autres droits découle de la protection de la biosphère dont nous dépendons tous. 70% des forêts ont disparu. 90% des grandes pêcheries des océans ont disparu. Alors, l'une des choses que j'ai tendance à dire pour lutter contre cette fragmentation des luttes, c'est que l'OCDE parle encore d'augmentation des pêcheries, alors qu'en fait, on vide les pêcheries de l'océan Pacifique et qu'ensuite, on va vendre ces poissons sur les marchés des pays développés. C'est un problème parce que nous, à terme, nous n'aurons plus de quoi nous nourrir et parce que nous devons payer un prix en raison des conséquences de la disparition des pêcheries dans notre région. Alors, comment mettre en œuvre nos principes féministes si on estime que le traité de non-prolifération des armes nucléaires n'a pas d'importance? Si des Australiens nous disent ça, très difficile pour nous de faire preuve de solidarité envers eux. Si on n'est pas solidaire envers les gens en Syrie, en Papouasie occidentale, pour ce qui se passe là-bas, comment peut-on aller de l'avant? Nous devons faire preuve de solidarité, nous devons nous coordonner, car c'est seulement ainsi que nous serons un mouvement féministe solidaire. Et c'est pourquoi nous devons mettre en pratique cette solidarité dans nos organisations. Chez Diva, nous avons beaucoup réfléchi au contenu de notre action, aux valeurs d'équité, de justice, non seulement d'un point de vue féministe, mais également d'un point de vue écologiste. Par exemple, on a travaillé sur les questions de logement décent, digne, et j'aimerais bien vous parler d'un programme d'ailleurs qui porte sur ce sujet. Je ne sais pas si on a le temps ou pas. Oui, alors, en fait, je voulais revenir un peu sur ce que vous aviez dit au début, le document avec les 10 astuces féministes. Je pense que cela est un bon exemple, un bon point de départ pour se coordonner et consolider le mouvement féministe. Alors, on partagera ce document. Mais je me demandais si vous aviez envie de nous parler un petit peu de ces astuces, de ces 10 astuces, dans le fait d'organiser les priorités pour… Alors, est-ce qu'on essaye d'afficher la diapositive? Elle devrait apparaître dans une seconde. Alors oui, on a fait une liste de 10 astuces pour aider les mouvements féministes à s'organiser. Alors, je suis désolée, le PowerPoint n'est peut-être pas aussi extraordinaire qu'on l'aurait espéré, mais bon. Alors, l'une des premières choses que nous voulions dire, et d'ailleurs, ce premier point, il vient de chez nous, de chez Diva, c'était l'idée maîtresse que, quoi qu'on fasse, il faut avoir une idée très claire de pourquoi on s'implique en tant que militante. Nous savions qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Il n'y avait personne pour nous représenter. Alors, on ne s'est pas trop
on ne s'est pas trop mis la rate à l'envers. On s'est dit, bon, il faut qu'on s'y mette et puis ensuite, on verra bien comment ça se passe. En fait, si on avait trop réfléchi, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, en fait, on s'est lancé, on a commencé vraiment de zéro. Et puis, petit à petit, on a essayé d'accroître notre visibilité, petit à petit, de créer des systèmes de partage des compétences. On a essayé de mobiliser, de nous organiser et d'impliquer petit à petit des personnes dans le mouvement. On s'est inspiré aussi de méthodologies féministes que l'on a appris au fur et à mesure. Mais voilà, l'idée, c'était de partir de là où on se trouvait et au fur et à mesure de gagner en ampleur. On en arrive au numéro 2. Alors, il faut qu'on soit clair sur nos politiques. Il faut, quelquefois on le dit, je travaille dans la politique féministe, mais il arrive que ce ne soit pas si clair que ça dans la pratique. Et je pense que pendant les 3-4 premières années, on a fait des efforts pour que le groupe comprenne les politiques féministes. Et on a fait en sorte d'avoir une série de principes qui reposent sur la politique féministe. Et j'essaie de l'intégrer. Vous savez, c'est du boulot. Pendant plusieurs années, on est resté un peu caché et donc on avait plutôt tendance à avoir des employés à de les chercher à l'intérieur de notre groupe. Et on s'est ouvert avec les années. Ce principe-là, vous savez, une approche basée sur des pratiques, agir et réfléchir de manière cyclique, vous savez, c'est simple à dire, mais c'est révolutionnaire. C'est assez difficile parce que cela change tout ce que l'on pense sur ce qui est possible. Il faut juste s'attendre à ne pas tout réussir. Il faut être en mesure d'évaluer son propre travail. Et si l'on y arrive, ce n'est pas tant un fardeau. L'approche qu'il faut, c'est OK, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était bien? C'était pas bien? OK, je vais le changer. Notre contenu est un peu faible. Peut-être c'est sur ça qu'on doit se concentrer à l'avenir. Ou changeons de stratégie. Et la dernière chose que je souhaiterais ajouter, c'est que tout cela n'aurait jamais été possible. Désolée, on a du bruit en arrière-plan. Ce que je voulais dire, c'est que nous n'y serions jamais arrivés sans les financements féministes et les financements féministes ont véritablement changé. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de négociations et d'articulation, de coordination. Notre collaboration avec EWID a été très utile car nous nous sommes serrés les coudes, nous nous sommes motivés pour lever des fonds et financer notre travail. Et laissez-moi vous donner un exemple concret. Il y a toujours une opportunité d'expérimenter. Vous voyez, au fil on a eu quelques années et petit à petit, donc on a construit un peu notre travail et le travail que nous fournissons aujourd'hui est très différent de ce qu'on faisait au début. On ne s'occupe pas seulement de droits humains, mais de réponses face aux catastrophes. On s'adapte à ce qui se passe dans nos communautés. Ado? Ado vient de te rater et elle va nous dire ce qu'elle y faisait. Il faut que tu allumes ton micro. Bonjour.
Donc, je ne suis pas dans la capitale. Alors, je suis ici avec une collègue. Et donc, on travaille, on collabore avec un groupe ici. C'est ce que l'on a fait ces derniers mois. Donc aujourd'hui, il y a eu une réunion avec l'un des 3 groupes dans la capitale, dans la principale ville. Il y a eu des réunions et on essaie de préserver ce système de groupe. On organise des réunions. Et ici, aujourd'hui, je suis avec mon collègue Francis. On a assisté à la réunion. Donc voilà un travail de groupe. Est-ce que tu peux nous parler des femmes bâtisseuses? En 2018, plusieurs femmes ont décidé de nous aider et de participer à un programme qui a été sponsorisé par une banque. Il y a eu une formation qui a été menée par cette banque. Il y a eu aussi une autre formation qui a été proposée par une organisation locale qui est toujours prête à lever le poing lorsque nous avons besoin. Donc, parmi ces femmes, il y avait des mères célibataires. Nous menons des travaux au sein de la communauté avec les femmes bâtisseuses et nous créons également des matériaux donc, qui sont faits par les femmes pour les femmes. Et vous savez, il y a eu donc la pandémie, le Covid-19 et ce groupe de soutien est là pour aider les communautés. Et ce que nous avons pu
apprendre de cette expérience de construction, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à agir face à la crise. Et alors, vous savez, vous savez, en général, pour faire appel à des consultants et des architectes, c'est très onéreux. Et donc, on avait des problèmes de ressources dans la communauté. Nous menons ces travaux dans la communauté. Nous reconstruisons notre communauté. Excuse-moi, je voulais te demander, comment est-ce que vous vous organisez? Les interprètes te demandent de rapprocher ton micro de ta bouche. Désolée de te déranger encore une fois, mais est-ce que tu pourrais le rapprocher? Et je voulais te demander, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous prenez des décisions? Et selon vous, qu'est-ce qu'il y a de féministe dans votre organisation? Alors, nous organisons des réunions, nous assurons des services de transport afin que, une fois que les réunions soient terminées, les femmes puissent rentrer chez elles de manière sûre. Et nous insérons notre groupe dans un cadre féministe. Nous travaillons au sein de la communauté. Et pour ce qui est de la participation au sein de la communauté, disponibilité, besoin, équité, compétences, tels sont les 4 domaines. La disponibilité pour travailler, le besoin de faire le travail, les compétences techniques et un autre domaine auquel nous faisons appel. Et donc, ces femmes investissent leur temps, leur énergie, leurs compétences pour reconstruire les vies d'autres et nous assistons la communauté. Nous les aidons à reconstruire leur vie. Nous construisons des infrastructures qui favorisent l'accès à l'eau, aux toilettes, parce que certaines femmes ont des toilettes hors de la maison. Et certaines femmes ont leur menstruation pendant la nuit, elles doivent sortir pour se changer.
Parmi les femmes avec lesquelles nous travaillons, il y a des femmes, des mères, des épouses, et nous aidons les mères à payer des gardes d'enfants pour qu'elles puissent aller à l'école. Donc, nous soutenons les femmes et nous les aidons à terminer leurs études. L'idée, c'est de permettre aux femmes de faire garder leurs enfants afin de pouvoir suivre des cours. Et de permettre aux femmes de suivre ces cours de manière continue, assidue. Alors, je voulais demander, parce que le son est un petit peu difficile, un petit peu mauvais. Alors, je voulais m'assurer qu'on ait bien compris l'idée du réseau des bâtisseuses queer. Donc, si j'ai compris, il y a des formations qui sont proposées par le réseau, ce qui permet au réseau aussi de s'étendre, de se développer. Je voulais savoir qu'est-ce qui est survenu en premier? Est-ce que c'est Diva qui a pensé que ce serait une question importante ou est-ce que ça existait déjà et Diva a contribué au développement de cette initiative en apportant une perspective féministe? Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu la genèse de cette initiative? Alors, je serai brève et merci Calo d'avoir présenté un peu la façon dont on fonctionne et pourquoi on fonctionne comme ça. En fait, au départ, ça ne portait pas tellement sur la construction. L'idée, c'était de réfléchir au travail, le travail que les femmes pouvaient faire et étaient autorisées à faire. Et en essayant de prendre en considération tout le spectre des identités de genre, donc les personnes non binaires, les personnes trans, les personnes LGBTQI+, tous les moyens pour nous d'aller au-delà des normes très rigides, très restrictives qu'il y a dans notre pays et dans bon nombre d'autres régions du monde. Voilà un des premiers défis à relever pour nous. C'est un défi de taille pour les femmes et les autres personnes impliquées, mais c'est également quelque chose qui a à voir avec le système en lui-même. Alors, en fait, je me rappelle, tout a commencé, j'étais en avion, je me rendais à une réunion sur le changement climatique. Il y avait quelqu'un de Habitat Fidji à côté de moi et en fait, j'ai passé 12 heures de vol à essayer de le convaincre que les femmes fidjiennes voulaient parler construction, voulaient s'impliquer dans le bâtiment. Il n'était pas du tout convaincu, lui. Mais voilà, j'ai tenu, j'ai essayé de le convaincre pendant ces 12 heures de vol. Je lui ai dit que les femmes étaient intéressées par ces questions. Donc, voilà comment on a commencé un peu notre travail de plaidoyer, notre travail de militantisme, car c'est notre rôle, en fait, essayer de repousser les limites des rôles de genre, que ce soit dans le bâtiment, dans les centres de formation pour adultes. On travaille également sur l'agriculture biologique, les modèles d'aquaponie qui permettent de repenser les modèles d'agriculture. L'idée, c'est vraiment de repenser la nature même d'un emploi, du travail. Et en fait, on apprend beaucoup tout au long de ce processus. On apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. On est souvent confronté au patriarcat et on doit réfléchir à des moyens d'éradiquer ces habitudes héritées du patriarcat.
on fait en sorte que les femmes puissent suivre des formations dans ces secteurs-là et de leur venir en aide, par exemple, si elles tombent enceintes pendant ces formations, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a beaucoup à faire d'un point de vue très concret, mais également d'un point de vue structurel. Il y a une semaine ou deux, il y avait des femmes qui étaient en train de, en vacances pendant leur formation professionnelle et ils sont allés aider, par exemple, une femme dont la salle de bain, qui avait des problèmes de plomberie. Et c'est une façon dont notre travail peut développer la solidarité entre les femmes. Et par exemple, aux îles Fidji, il y a de nombreux logements qui n'ont pas de toilettes. Et tous ces changements d'un point de vue social, économique, écologique sont un très bon exemple de comment une profession, un secteur d'emploi peut avoir des effets sur différents aspects de la société. Donc, tout est un peu interconnecté. Et l'idée, c'est que, certes, on essaye en fait d'autonomiser les femmes, alors de leur permettre de trouver un emploi, de se former, de renforcer leurs compétences, mais tout en faisant cela, confronter le système, lutter contre ces inégalités structurelles. Et il faut vraiment, en fait, on mène cette lutte corps et âme. Alors, moi, je voulais dire pourquoi Diva for Equality a investi dans cette initiative. Alors, c'est pas juste parce qu'on est féministe. Il ne suffit pas juste de s'impliquer dans une cause féministe, puis une autre, et de dire qu'on se bat pour l'égalité. Il faut être partout, sur tous les secteurs, et faire en sorte que notre implication soit durable, qu'elle ait des conséquences sur le long terme. Et je pense que cela nous ramène d'ailleurs à ces 10 astuces. Ce sont des solutions très concrètes pour mettre nos valeurs féministes en pratique, que ce soit pour organiser un atelier d'agroécologie dans une région ou un atelier sur autre chose ailleurs. En fait, toutes ces astuces permettent d'avoir une analyse des dynamiques de pouvoir, d'avoir une approche intersectionnelle, de réfléchir à tous ces points féministes, toutes ces questions féministes qu'on doit avoir dans sa boîte à outils. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que tous ces concepts soient accessibles, compréhensibles. Parce que si on ne peut pas expliquer ces concepts de manière simple, compréhensible, alors on ne peut pas avancer. Il ne s'agit pas d'avoir des discussions sur du jargon technique que personne ne comprend. Parce que justement, on lutte contre l'élitisme, contre cette façon dont les négociations aux Nations Unies sont basées sur qui est un expert et qui ne l'est pas. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un petit peu de dérision, d'apprendre de ses propres défauts, de ses propres défaillances et aussi de valoriser nos dialectes. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps d'aller en détail dans ce point, mais je voulais utiliser l'image du cocotier. Le cocotier, en fait, nous permet d'aborder différents aspects. Il nous permet de parler d'écologie, de parler de construction, de parler d'alimentation. C'est un arbre qui est super. Tout peut être utilisé, les feuilles, les fruits, le tronc,
Et en fait, le système, les mouvements féministes doivent être à l'image d'un cocotier. Ils doivent être polyvalents, ils doivent être constructifs, de manière à être présents sur différentes questions de manière intersectionnelle et interconnectée. Et quand je parle d'intersectionnalité, je ne parle pas seulement d'identité, mais des dynamiques de pouvoir, de notre façon de négocier avec ces dynamiques de pouvoir. Alors, ce cocotier, c'est l'une des images qu'on aime bien, mais ce n'est pas le seul symbole que l'on a. On a aussi une chanson qu'on va vous faire entendre tout à l'heure et qui parle de la solidarité entre les zones rurales, les zones urbaines. Et par exemple, la raison pour laquelle nous avons réussi à répondre à la pandémie de Covid-19, c'est parce que nous avons l'idée très claire que notre travail s'effectue au niveau local. Alors oui, nous nous sentons membres du mouvement féministe au niveau plus international, plus global, mais notre approche, elle est fondamentalement locale. C'est une approche de terrain. Je crois donc qu'on va passer à la chanson de fin. C'est bien ça, Anna? Oui. En fait, je voulais juste demander aux participants s'ils souhaitaient poser des questions dans la partie chat. Nous avions une petite question à vous poser, Néoline. Quand, au début, vous avez parlé un petit peu des aspects du colonialisme et de la décolonisation dans le Pacifique, et Camille a demandé comment est-ce qu'on pourrait s'informer un petit peu plus sur le colonialisme dans la région du Pacifique. Est-ce que vous auriez des recommandations bibliographiques, des ouvrages qui parlent spécifiquement de ces questions? Oui, il y en a beaucoup. Alors, ce que je ferai, c'est que je donnerai les références à Leywood et puis on publiera ces ressources bibliographiques. Je n'ai pas de noms là qui me viennent à l'esprit parce qu'il y en a tellement. Il y en a en fait qui déconstruit très bien les mythes sur l'histoire coloniale des îles Fidji, car ce qu'on sait, l'histoire officielle en fait est presque intégralement fausse. Donc l'idée c'est vraiment de déconstruire la façon dont on se voit et recréer l'histoire, la re-raconter avec un point de vue féministe. Merci. Moi, j'avais aussi une autre question parce que j'ai l'impression que ça peut être utile pour une organisation internationale ou pas, qui est confrontée à des difficultés au quotidien, d'avoir des astuces. Au début, vous avez dit que vous aviez eu le soutien à un certain point de votre gouvernement. Alors, je voulais vous demander si vous en aviez tiré des enseignements. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans votre travail? Bon, alors, tout d'abord, nous avons donc un ensemble de principes et de valeurs très bien définis. Et puis, nous avons des réunions, des cercles de parole et nous essayons de faire en sorte qu'ils soient le plus informels possible. Et on essaie d'être présent un petit peu partout dans le pays. On reste en contact de manière plus ou moins formelle et ça permet de garder le lien, de communiquer de manière constante. Ce matin, j'ai reçu une photo d'un réservoir d'eau qu'on a acheté pour l'une des îles et on m'a envoyé la photo d'une pirogue avec une de nos maîtres, une de nos membres posant fièrement debout sur la pirogue. Et voilà, en fait, c'était un moyen de rester en contact, de se donner des nouvelles. Ensuite, pour ce qui est de nos programmes, on essaie d'être très structuré. On a 5 programmes maintenant et
même si on peut être tenté de se concentrer, par exemple, sur la justice socio-économique ou la justice écologique, l'idée, c'est aussi d'œuvrer aux droits humains, de travailler sur les questions de perte et dommages et de faire en sorte que nous, dans notre travail, nous restions efficaces et aussi que nous soyons en sécurité. Donc voilà, il y a plein de questions qui nous aident dans notre façon de travailler. Et à la fin de l'année, on ferme pendant 1 mois. On a également doublé le nombre de jours de congé maladie. On finit à 15 heures tous les vendredis. En fait, on essaye de prendre des mesures qui nous permettent de prendre soin de nous-mêmes et d'être bien, de nous sentir bien. On essaye de se réconforter quand on est un petit peu débordé. Voilà, quand il y a trop de travail, je dis aux gens: «Bon, bah, on ne peut pas sauver le monde à nous seuls. Il faut changer les systèmes, mais déjà pour changer les systèmes, il faut être bien, bien dans sa peau». Et quand on voit le monde changer, des fois on se sent encouragé. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Noéline. Dans notre approche pragmatique, heu, l'idée c'est pas seulement comment on interagit avec nos partenaires, avec nos alliés, c'est l'idée de comment on travaille en tant que collectif et surtout ne pas se décourager, ne pas se renfermer sur nous-mêmes si quelque chose ne fonctionne pas dans le collectif. Il faut s'entraider et puis il faut se relever. Ça ne fonctionne pas toujours, mais une autre chose importante selon moi et qu'il faut mentionner, c'est le risque du burn-out. Il faut vraiment prendre soin les unes des autres. On a beaucoup parlé d'intersectionnalité et je pense que c'est bien de parler d'intersectionnalité, mais il faut également intégrer l'intersectionnalité dans notre travail. Donc, on essaye d'être formel dans notre façon de faire, dans notre travail, mais on essaie de bien s'amuser quand même, de faire en sorte qu'on s'amuse bien et que ça se passe bien. L'idée, c'est de s s s l'idée, c'est qu'on soit dans un environnement bienveillant, surtout dans des pays où l'homosexualité est criminalisée. Oui, tout à fait. Je vois d'autres participants hocher de la tête et c'est vrai que c'est quelque chose qui résonne beaucoup en ce moment, cette idée de bien-être et de prendre soin les uns des autres et de prendre soin de soi-même. Je pense que c'est vraiment très important. Je crois qu'il y a encore 2 questions. Alors, qu'est-ce que les décideurs politiques doivent savoir sur le féminisme et les changements politiques? Comment pouvons-nous les aider à comprendre que ce sont des questions qui sont négligées? Moi, je dirais que l'une des premières choses que nous encouragerions les décideurs politiques à comprendre, c'est que nous travaillons sur tous les domaines du changement climatique dans notre travail pour la justice climatique. Nous travaillons à l'atténuation des effets du changement climatique, à la réduction des émissions de CO2 et les féministes, ce sont elles qui parlent de l'urgence également d'agir. Comment parvenir à une démocratie énergétique? Il y a des transferts de technologies des pays riches aux pays pauvres, très bien, mais qu'en est-il du développement des technologies, de chez nous déjà, dans les pays directement? 10 hectares de terre sont en train d'être, loués, sur l'une des îles pour, justement y, implanter des technologies de production d'énergie et il faut qu'on ait une souveraineté sur, ce type d'infrastructure. Les
gouvernements nous disent qu'ils travaillent à des méthodes d'adaptation au changement climatique. Dans une île, par exemple, ils ont construit de nouveaux villages et ils n'ont même pas équipé les logements de salles de bain et de toilettes. Donc, voilà, il y a des grosses incohérences. Nous travaillons également sur la question du financement de la lutte contre le changement climatique. Il faut que les financements soient attribués à ceux qui accomplissent le travail sur le terrain. Les institutions financières internationales, les banques de développement sont en plein greenwashing, mais il faut que les financements soient vraiment attribués aux mouvements de femmes, aux mouvements qui mènent des actions transformatrices contre le changement climatique sur le terrain. Le groupe des femmes et de genre aux Nations Unies accomplit un travail formidable et je pense que nous devons suivre ce qui se passe à ce niveau-là. Le racisme nous permet également d'avoir ce regard critique sur les dynamiques de pouvoir entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et l'idée, ce n'est pas forcément que tout le monde puisse travailler ensemble, mais il faut qu'on puisse dire clairement: «Non, on n'a pas le même pouvoir, on n'a pas, la même histoire et on n'a pas la même responsabilité dans le changement climatique» et pour l'instant, la situation est très déséquilibrée dans les négociations, des Nations unies sur le changement climatique. Alors, je pense que beaucoup de mouvements féministes, pratiquent l'intersectionnalité, c'est également le cas d'autres groupes, mouvements, collectifs. Mais il faut agir à la fois sur le féminisme et la lutte contre le changement climatique. Sinon, nous allons continuer, nous allons continuer à constater l'extinction des espèces, l'effondrement des écosystèmes. Il y a tellement de choses qui se passent. Il n'y a pas juste le changement climatique. En fait, le changement climatique est un symptôme de tout ce qui se produit en raison du néocapitalisme depuis des décennies et en raison du néocolonialisme qui se poursuit depuis des centaines d'années. Alors, dans cette discussion, dans ces échanges sur le changement climatique, et il faut parler de tout cela. Il faut un changement de civilisation, c'est de ça dont on parle et tout le monde doit y contribuer et je pense que les sessions telles que, celle-ci, sont importantes parce que nous devons échanger avec d'autres organisations féministes. Oui, bon, Noline l'a déjà dit, mais quel que soit le travail que l'on doit mener, il faut assurer le succès des actions, mais aussi s'assurer de la survie de votre environnement. Et c'est la même chose pour les décideurs. Il faut parler d'environnement, il faut s'occuper de croissance économique, mais la conversation doit également porter sur l'environnement. Qu'est-ce que Calo est encore là? Je pense qu'elle est partie. Oui, bon, je suis désolée. Et il y a d'autres questions qui ont été posées. Et peut-être que vous pouvez y répondre en quelques phrases clés. Et voilà une question sur les liens qui peuvent se créer entre différentes organisations. Camille dit, il y a une participante qui demandait comment est-ce qu'elle pouvait aider au développement de cette organisation en Inde. Alors peut-être que vous pouvez ainsi rentrer en contact et donc nous un contact concret. Et il y a une autre question très intéressante. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une chose que vous avez appris en
pratiquant le féminisme intersectionnel dans vos activités de militantisme qui, dans d'autres cas, n'auraient jamais été portées à votre attention. Alors là, il faut donner un exemple très concret. Et une dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de processus, d'outils qui vous ont été à faire appel à l'approche de pratique, celle que vous avez donc mentionnée dans l'un de vos 10 conseils? Quelle était la première question? Oui, les mouvements. Tout ce que nous le faisons à partir d'un réseau et à partir d'une approche basée sur des mouvements. Au niveau local et national, nous avons plusieurs groupes. Et au niveau régional, nous travaillons au niveau de toute l'Océanie avec le Forum des femmes de l'Océanie. Et au niveau de l'Asie-Pacifique, nous travaillons sur les espaces multilatéraux, c'est-à-dire que nous ne travaillons pas que dans l'Océanie. Ce que je veux vous dire, c'est que la meilleure façon d'entrer en contact avec vous, de nous connecter avec vous, si vous faites partie déjà d'un mouvement de femmes, alors nous œuvrons dans l'environnement, dans le développement durable, c'est un domaine très très large, et nous faisons également partie d'un groupe qui est basé sur le genre. Alors, vous pouvez nous trouver en ligne. On a une page Facebook et on a toutes nos publications sur Facebook. Donc, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez également nous joindre sur Twitter ou par email. Et bien entendu, vous pouvez également nous contacter à travers EWID. Nous serons l'un des 6 piliers mondiaux du dernier forum EWID. Et le fait est que nous devons travailler entre régions et de manière internationale. Est-ce qu'on peut faire au mieux? Pas toujours. Et quelquefois, c'est difficile. Donc, on travaille déjà avec des mouvements citoyens sous différents angles. Et pour ce qui est de l'Inde, nous allons peut-être donc faire une petite publication sur notre page Facebook dans les prochains jours. Et il y a une autre question. Je peux vous la rappeler. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une chose que vous avez apprise en en appliquant le féminisme intersectionnel dans vos activités de militantisme? Désolée, on est en train de rire, mais alors, si vous voulez un exemple concret, c'est notre travail sur l'eau et l'assainissement. On a cette idée que l'on peut travailler sans être présente dans des régions rurales et il doit dire que l'on a un peu changé d'avis ces dernières années. On a vraiment essayé de sortir de cette approche. Le fait est qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont transférer des gens, qui envoient des gens à Souma comme s'ils avaient une formule magique pour apprendre aux gens à connaître leurs droits. Mais le fait est qu'il faut aller, on ne peut pas aller partout où il y a des femmes et partout où il y a les différents types de femmes. Et on ne peut pas le faire parce qu'on manque de ressources. Et c'est un peu la même chose si l'on fait venir les femmes à Souba. Il va falloir les loger dans des hôtels. Et vous savez, il y a beaucoup de fausses déclarations. Nous avons prouvé que les réunions nationales peuvent avoir lieu dans des régions lointaines, en milieu de la mer. Et nous avons donc invité le ministre ici sur nos îles et la discussion a changé. Ça a été une conversation beaucoup plus ouvertes qu'il a eu alors qu'il parlait avec des femmes qu'il n'avait jamais rencontrées. Et c'était un événement qui a été bouleversant pour elle, mais aussi pour nous, parce que nous avons dû nous assurer donc de mettre en place ce féminisme intersectionnel. Et lorsque nous étions à cette réunion pour l'eau et l'assainissement,
Vous savez, ce domaine, et il y a donc des systèmes hydriques et d'assainissement très mauvais dans certaines écoles, dans des régions rurales, et nous nous rendons compte que ce problème concerne toutes les Fidji. Alors peut-être nous n'avons pas su entretenir nos toilettes, même si le gouvernement est supposé soutenir ce domaine. Et il y a des décisions prises à ce sujet tous les jours. Donc, il y a des femmes, des gens qui ont leurs règles, et il y a des gens qui ont des sols glissants. Donc, ce sont des problèmes que des femmes rencontrent, même si c'est juste pour aller dans une réunion. Alors maintenant, nous faisons partie d'un réseau national qui fait pression sur les gouvernements ici, mais aussi hors de la région. Et nous avons eu véritablement de bons retours de la part du gouvernement des Fidji qui s'est penché sur le problème des toilettes. Il n'y avait même pas de toilettes valables pour des femmes sur le marché, par exemple. Donc, nous essayons de rester ouvertes, et même si nous avons des difficultés, nous allons de l'avant. Donc, voilà, l'eau et l'assainissement, c'était un bon exemple. Merci. C'était une réponse très complète, et je pense que tu as même répondu à l'une des dernières questions, à la dernière question posée dans le chat. Alors, il reste 5 minutes avant la fin de ce webinaire, mais je veux que nous écoutions la chanson. Alors, avant de le faire, je souhaiterais donc rappeler à tous les participants que nous avons publié des liens dans le chat, notamment le lien qui va vous amener vers un sondage qui vous permettra de nous faire connaître votre opinion, et peut-être qui nous aidera à améliorer ce webinaire la prochaine fois. Donc, on veut savoir votre opinion. N'hésitez pas à répondre aux questions du sondage pendant que vous écoutez la chanson. Et bientôt, restez donc en ligne. Il y aura d'autres conversations de EWID et d'autres conversations de ce type. Nous sommes vraiment ravis maintenant de pouvoir écouter cette chanson. Merci à toutes de nous avoir suivis. Je souhaitais également dire aux participants que nous avons les paroles de la chanson dans dans la langue locale ainsi qu'en anglais, et nous allons les coller. Alors, tout le monde, vous n'allez pas rester assise là comme ça, on veut vous entendre. On est au moins 23 là, et on va entendre vos voix. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Calo? Je pense qu'on va juste commencer. On voit Shirley qui est là avec sa guitare, mais c'est tout. Cette guitare va et vient à cause de l'arrière-plan. Est-ce que vous êtes prête?
Thank you, Beretta. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. That was beautiful. I don't know Merci, if- c'était magnifique. Je pense que ça rentrera dans l'histoire de Zoom. Merci beaucoup. Et je pense que c'est une excellente conclusion pour notre webinaire. Je remercie à toutes celles qui ont participé au webinaire. Merci.